Lorsque des patients viennent déposer auprès de nous leurs plaintes, celles-ci sont habillées en quelque sorte de symptômes ou de ressentis comme la peur, la solitude, la culpabilité, la dépression, etc. etc. Et souvent, ces plaintes prennent la forme de questionnements existentiels qu'il serait parfaitement possible de soumettre à des étudiants au cours d'un examen de philosophie. Par exemple, a-t-on le droit de haïr ses enfants? Peut-on encore espérer en l'humanité? L'homme est-il fait pour vivre seul? Est-ce que le suicide est un meurtre de soi, etc., etc. Alors bien sûr, il n'est pas question pour nous de demander aux patients de dérouler le classique triptyque thèse, antithèse, synthèse. En revanche, il me semble qu'il nous appartient d'avoir à l'esprit un certain nombre de données relatives aux questions que se posent ces patients. Et quand j'évoque ces données, j'entends principalement 5 catégories d'éléments. La première catégorie, ce serait l'ensemble des connaissances que nous avons intégrées tout au long de nos cursus. Cursus scolaire, universitaire et tout simplement personnel. La seconde catégorie rassemblerait tout ce que nos propres expériences nous ont appris de la vie. La troisième catégorie, c'est celle du vécu, de notre psychanalyse personnelle. Une quatrième catégorie correspond à la synthèse de tout ce que nous avons intégré de toutes les thérapies, de toutes les analyses pendant lesquelles nous avons accompagné des patients. Parce que chacun de ces accompagnements nous a appris quelque chose, nous a formés, parce que ce sont bien nos patients qui nous forment, n'est-ce pas? Et enfin, cinquième catégorie. Cinquième catégorie, c'est le dessin, le contour, les côtés du cadre de la psychanalyse. Et dans ce contour, qui délimite très exactement, très précisément ce qu'est la psychanalyse, et donc ce qu'elle n'est pas, et aussi quelle est la fonction du psychanalyste, dans ce contour, il y a en lettres majuscules le verbe entendre. Nous sommes là pour entendre la parole de l'autre, quel que soit cet autre et quelle que soit sa parole. Nous sommes là pour accueillir les mots, mais bien sûr pas seulement, sauf à faire une banale écoute thérapeutique qui ne peut pas porter le nom d'analyse. Donc nous sommes là pour accueillir les mots et pour les réfléchir, c'est-à-dire pour les renvoyer à l'autre, afin que cet autre aille au-delà des premiers mots, qu'il puisse les creuser, les évider, qu'il les presse pour en extraire tout le jus, tout le suc, tout le contenu, afin que l'analysant accroche de nouveaux mots aux mots premiers exprimés et qu'une chaîne se forme petit à petit et que cette chaîne entraîne l'analysant loin, très loin de sa pensée initiale. Maintenant, ce contour que j'évoque, le cadre donc, est-il fait d'une matière rigide, c'est-à-dire d'une matière si rigide que finalement nous pourrions remplacer l'analyste par n'importe quelle pièce mécanique ou électronique, que sais-je? Non, évidemment. Non, évidemment, parce que le cadre évolue selon 2 paramètres, 2 critères. Le premier paramètre, c'est celui de la structure du patient. Et le second paramètre, c'est celui qui fait l'objet depuis trop longtemps d'un débat complètement stérile, à savoir l'évolution
de la psychanalyse, ou, pour reprendre le titre d'un ouvrage relativement récent, l'émancipation de la psychanalyse. Vous savez très bien qu'on accuse d'une façon récurrente la psychanalyse d'être figée sur des positions conservatrices face, par exemple, aux troubles du genre, de la famille, des identités. On dit qu'elle est littéralement armurée dans des excès de moralisme et de normativité. Certes. Alors qu'il y ait des psychanalystes correspondant à cette caricature, parce que c'en est une, je n'en doute absolument pas. Et je me dis que si ces analystes se murent dans de telles postures, c'est probablement parce qu'ils ont peur de voir s'écrouler un monde qu'ils se sont construits et qu'ils voudraient être immuables. Or, de la même façon que les sociétés sont des entités vivantes, des entités en mouvement permanent, eh bien la psychanalyse n'a jamais été figée dans des normes. Pour preuve, on s'accorde généralement pour souligner combien chaque psychanalyste, par le vécu de sa propre analyse, réinvente en quelque sorte la psychanalyse. Combien il la prolonge, combien il l'expanse. Alors de là à déduire que ceux qui demeurent figés dans du plâtre n'ont pas poussé leur travail suffisamment loin, il n'y a qu'un pas que l'on peut légitimement ne pas hésiter à franchir. Le psychanalyste ne saurait être un fanatique, normalisant, jugeant, recadrant quant à la façon de penser et de se comporter, orientant, distribuant des bons et des mauvais points. Oui, la psychanalyse doit demeurer en mouvement et à l'écoute de tous les soubresauts de la société. Mais être à l'écoute, ça ne signifie pas forcément s'adapter à ces mouvements. Ça ne signifie pas céder aux modes et aux injonctions de certains groupes de pression. Ça n'impose pas de déconstruire quoi que ce soit. Et c'est à cet endroit-là, vraiment très précis, que le débat est stérile parce qu'il est biaisé. Certains voudraient que la paire de lunettes analytiques intègre ce qui bouge et dont on ne se rend pas compte que cela représente finalement de nouvelles normes. Or, le seul impératif de la psychanalyse, c'est de rester ouverte, d'observer les mouvements, d'en faire le constat. Que le citoyen, lui, ait son avis positif, négatif sur ces mouvements, ça ne doit pas impliquer que le psychanalyste, lui, doit demeurer cette porte que l'on peut pousser sans crainte d'être refoulé. Il doit demeurer ce miroir qui ne fait que renvoyer les paroles, renvoyer les opinions, les croyances du patient, afin que celui-ci puisse s'en saisir vraiment, et les travailler comme un artisan travaille finalement son matériau. Que la composition familiale se transforme, que les sexualités se diversifient. Ce ne sont que des épiphénomènes dans l'histoire des sociétés. Nous ne devons en conclure qu'une chose, c'est que les pathologies de chaque époque sont en grande partie liées aux transformations de la société. Seulement, ne nous leurrons pas, ce n'est pas en modifiant la psychanalyse que nous aiderons les patients à aller mieux. Ça n'est pas par une adaptation de l'analyse aux transformations de la société que la société va mieux se porter, parce que notre fonction n'est pas là. Notre fonction n'est pas de rendre l'individu adaptable au mouvement de la société. Notre fonction, c'est de lui permettre d'exprimer son désir profond, même si ce désir est profondément subversif. Voilà le seul devoir d'exigence que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et aussi vis-à-vis du patient.